Joyeux Noël à tous. Merci de rester fidèles à NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI. En sommaire, Abidjan et Bamako ont trouvé un terrain d'entente pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier à Bamako. On ignore pour l'instant les termes de l'accord. C'est notre premier sujet de ce soir. Et puis Tidjane Thiam s'est fait enrôler sur la liste électorale. Le banquier franco-ivoirien est soupçonné de vouloir briguer la magistrature suprême, mais il reste vague sur cette question. Que veut-il réellement? Nous allons en parler. Et pour terminer l'émission, nous ferons un tour au Burkina Faso, où la coordonnatrice du système des Nations Unies a été déclarée persona non grata et priée de quitter Ouagadougou. Le Burkina est-il sur les traces du Mali? La question mérite d'être posée. Pour aborder donc tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous professeur Dion, qui n'est plus à présenter sur ce plateau. Bonsoir professeur Dion. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Guillaume Bateau, également un habitué de ce plateau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Éric Dohou, un autre futur habitué, on va dire. Bonsoir Éric. Avec plaisir. Merci d'être là. Et nous avons Claude Naï-Prégnan, que nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau d'NCI 360. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Sylvain Debailly également est avec nous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Evelyne et bonsoir à tous les auditeurs de NCI ainsi qu'à tous les auditeurs de Galébré. D'accord, tous les téléspectateurs. OK. On va donc commencer les échanges de ce soir. Mais suivant avant ce reportage de la rédaction de NCI, une délégation ivoirienne s'est rendue jeudi à Bamako pour discuter avec les autorités maliennes de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Et cette délégation était conduite par le ministre de la Défense. Les négociations pour la libération des 46 soldats ivoiriens retenus au Mali pointent vers une issue favorable. Les délégations des deux pays se sont accordées pour signer un document actant la libération des militaires ivoiriens et le renforcement de la coopération ivoiro-malienne. Il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. Et nous pensons que nous nous sommes compris et c'est cela l'essentiel. Nos discussions ont pu permettre d'aboutir à la signature d'un mémorandum d'accord constitue aussi la dédicace des présidents Ouattara, des présidents Goïta pour que nous puissions mettre toujours l'intérêt de nos pays, l'intérêt de nos populations et l'intérêt de la région au-dessus de toute autre considération. Accusés par le Mali d'être des mercenaires, les soldats ivoiriens ont été arrêtés le 10 juillet à l'aéroport de Bamako. Leur vœu le plus ardent est de regagner leur pays et retrouver leurs familles respectives pour le nouvel an 2023. Retour sur ce plateau, messieurs, un mot sur cette décrispation de la crise ou du conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Professeur Dion. On ne peut que se réjouir de cette décrispation. C'était dans nos voeux, parce que, à la réalité, ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer de cette manière-là. Et le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont pas, à mon sens, le droit de donner le mauvais exemple. Ils n'ont pas le droit de se malédifier et que les autorités maliennes aient compris qu'il est bon de se parler, d'échanger. Je crois que c'est une bonne chose. Donc pour moi, c'est un très bon point. C'est ce que nous souhaitions depuis longtemps. Maintenant que le Mali et la Côte d'Ivoire se parlent, je crois qu'en principe, on devrait pouvoir trouver une solution très rapidement. Guillaume Bateau, est-ce qu'à ce stade, on peut dire que les choses, les lignes ont beaucoup bougé? Moi, je pense qu'on en a fait. Parce que le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, le directeur de cabinet du président de la République ne peuvent pas se déplacer à Bamako si on n'a pas la certitude que ce déplacement va aboutir à un résultat probant. Donc je pense que les choses sont finies. Pour être honnête avec vous, je ne dirai pas aujourd'hui ce que je pense sincèrement. J'attends que nos garçons rentrent à la maison
pour qu'on puisse vraiment dire ce qu'on pense. Mais il faut féliciter les autorités ivoiriennes qui, sur ce dossier, sont restées stoïques, sont restées placides face aux agitations des autorités maliennes, face aux arguments. Ici, on a beaucoup débattu. Les gens ont parlé de judiciarisation du dossier. On s'est rendu compte que finalement, ce sont des négociations qui devaient solutionner. En tout cas, je me félicite de ce que nos garçons vont être là, certainement avant le 31 décembre, parce que ne nous oublions pas. C'est l'ultimatum qui a été aussi posé aux autorités maliennes par la CEDEAO. La CEDEAO. Voilà, et soutenu par les Nations Unies. Donc, que cela aboutisse à cette rencontre, c'est tant mieux. Maintenant, on attend que nos garçons rentrent à la maison et puis on dira sincèrement ce qu'on pense. Sylvain Debailly. Oui, je dirais que c'est pour le bonheur de nos téléspectateurs, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Vous voyez, moi je dirais enfin. Enfin, parce que c'est sur ce plateau que nous analysions pour dire que ce qu'il était bon de faire, c'était un dialogue direct. Donc si les autorités ivoiriennes ont aujourd'hui compris, les autorités maliennes ont aujourd'hui compris qu'elles finissent là où elles devaient commencer, je pense qu'on va vers le bout du tunnel. Pour l'instant, nos soldats sont encore détenus à Bamako, mais comme on l'a dit tout à l'heure, cette rencontre est en elle-même une décrispation de la situation. Elle prouve que Assimi Goïta n'est pas le diable qu'on décrivait ici. C'est un homme qui peut avoir ses défauts, mais si les gens décident de se parler, s'ils décident de s'asseoir autour de la même table, je crois qu'on peut trouver toutes les solutions. Et là, nous sommes bien partis pour qu'entre Abidjan et Bamako, on lève vraiment tous les nuages, on dissipe tous les nuages, parce qu'on l'a souvent dit ici, ces deux pays sont des pays frères qui n'ont pas intérêt à guerroyer. Et donc, on attend maintenant l'issue heureuse. D'accord. Claude Naïm Prégnon. Oui, je pense que déjà cette rencontre est une bonne rencontre parce que ça prouve qu'il y a un début d'apaisement entre Abidjan et Bamako. Maintenant, il est clair qu'il faut féliciter les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes parce que il est important de le faire parce que quand on écoute les délégations, déjà, la partie ivoirienne, c'est elle qui demande la rencontre et c'est à l'actif du gouvernement ivoirien parce que c'est une bonne diplomatie, c'est une diplomatie de crise et il est important que dans cette situation, on puisse véritablement trouver une solution. Donc, déjà, la rencontre, c'est une bonne rencontre. Et puis, les discussions qui ont eu lieu, certainement, vont aboutir à une issue heureuse. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'effectivement, on a trouvé la solution. Mais quand on écoute les discours des trois parties, c'est-à-dire le médiateur, et la partie ivoirienne et la partie malienne, on est véritablement optimiste qu'il y ait une issue heureuse par rapport aux soldats ivoiriens qui sont effectivement détenus au Mali. Éric Dou. Tout le monde l'a dit, hein, c'est un dénouement heureux. En plus, le timing est parfait. Parfait dans le sens qu'on est en fête de fin d'année. Donc, les familles seront contentes de revoir leurs proches. Et de l'autre côté, peut-être que le Mali n'avait pas envie d'aller au-delà de l'ultimatum de la CEDEAO et de M. Touré qui parlait du 31 décembre. Je pense que la Côte d'Ivoire a obtenu ce qu'elle voulait, la libération de ses soldats. C'est quasiment acté. Hein. Je pense qu'on n'aurait pas assisté à ces sorties médiatiques si ce n'était pas bien engagé. Et le Mali aussi a obtenu ce qu'il voulait, c'était un peu de respect, parce que la chose avait été mal engagée au départ dans les négociations, puisque le gouvernement ivoirien avait voulu faire jouer ces pressions internationales venant de l'ONU et de la CEDEAO, et le Mali voulait forcément imposer le respect, et donc c'est chose faite. Pour vous, le Mali a imposé son respect à la Côte d'Ivoire? Je ne vais pas aller jusque-là, je dirais simplement que tout le monde a obtenu ce qu'il voulait, les soldats vont bientôt rentrer, le Mali ne perd pas la face dans ce dossier, donc je préfère m'en arrêter là, même au-delà de la satisfaction. Je voulais quand même parler de quelques points. Le premier, c'est par rapport à la négligence de notre administration, parce que ce malencontreux événement a commencé justement par ce détail qu'on n'a pas, je pense à mon sens, beaucoup discuté. On parlait d'une déclaration qui n'avait pas été faite en amont avant le déplacement des soldats. Bon, voilà, j'espère en tout cas qu'on va tirer des leçons de ce qui s'est passé et que peut-être on va, pour les prochaines fois, faire les choses dans les règles. Parce que même si on dit votre voisin meurt de faim, si vous voulez lui apporter à manger, commencez par frapper à sa porte et puis enlevez vos chaussures si ce sont les règles qui prévalent dans sa maison. Guillaume Gato souhaite réagir sur ce que vous venez de dire. J'ai déjà dit que je n'ai pas envie de dire sincèrement ce que je pense, mais il faut
faut que les choses soient claires. D'abord, pour répondre un peu à Eric, qui dit parler des règles, c'est le Mali qui a changé les procédures en cours d'opération. Parce que nos soldats, il faut le rappeler toujours, sont au Mali depuis 2019. Donc, c'est le coup d'État du colonel Goïta et les conséquences du coup d'État qui changent les procédures. Bien entendu, donc on ne peut pas reprocher aux autorités ivoiriennes, à nos autorités militaires, de ne pas appliquer des procédures qui n'étaient pas des procédures connues de tous, en tout cas au moment de fait, premièrement. Deuxièmement, j'ai entendu dire que oui, la Côte d'Ivoire a demandé, mais c'est tout à fait normal. C'est nous qui avons nos enfants qui sont détenus injustement, qui étaient détenus injustement au Mali. Mais je dis que depuis le début, nous avons des informations que dès la première minute, le président Ouattara a eu le colonel Goïta au téléphone. Ça, c'est clair. Il ne faut pas que on laisse croire que les autorités ivoiriennes n'ont pas pris langue avec les autorités maliennes. Dès le début, le président Ouattara a parlé avec le colonel Goïta, qu'il avait assuré que ce sont des détails qui allaient être réglés. Après, tout s'est emballé. On ne va pas refaire le débat qu'on a fait ici pendant 5 mois. Tout à fait. Et on se félicite. On attend vraiment que les garçons rentrent à la maison avant le 31 décembre. Et puis, on appréciera, on tirera toutes les conséquences. Je pense qu'on ne peut pas passer une telle situation par perte et profit. Je suis désolé. Parce que on parlait de pression. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé finalement. Parce que le Mali a eu tellement de positions depuis le départ de judiciariser. Non, on ne va pas judiciariser. Oui, on va négocier. La diplomatie ivoirienne a toujours été disponible pour discuter. Il y a eu des discussions même au Togo. Donc, on est content que les autorités maliennes aient compris, finalement, que nos deux pays n'avaient pas besoin de cette crise. On attend que nos garçons rentrent. Et après, effectivement, on va évaluer nos rapports. D'accord. Parce que si le Mali peut se permettre de détenir nos soldats 5 mois, mais on ne peut pas ne pas en tirer les conséquences. Vous avez tous parlé sur le plateau de l'ultimatum donné par la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que ce ultimatum-là a réellement agi, a pesé dans la balance, quand on sait que ce n'était pas la première fois que la CEDEAO avait des sorties un peu plus musclées sur ce dossier, professeur Dion? Je pense que cela a dû peser. Parce que le travail que la Côte d'Ivoire a eu à faire, c'est de choisir l'axe diplomatique, c'est de montrer que pour régler ce problème, il faut associer tout le monde. Donc, c'est de sensibiliser les voisins, c'est d'associer un pays comme le Togo pour une médiation, c'est de parler à l'ONU. Donc, comme je l'ai dit ici sur ce plateau, la Côte d'Ivoire a parlé aux autres pays pour qu'on parle au Mali. C'est vrai que ce serait trop facile comme ça de dire, bon, ils ne demandaient que le respect. On peut le dire comme ça, mais nous savons tous, en réalité, si nous creusons, ce qu'il y a derrière. Guillaume l'a dit, on ne va pas revenir sur ça. Vous savez, ce qui part de l'obscurité pour venir à la lumière, ça finit par être distingué. Dès le début de nos interventions ici, nous avions dit qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient. Vers la fin, nous nous sommes rendus compte que les enjeux sont tels qu'il faut que tout le monde s'implique. Je constate qu'on a dit aux Maliens qu'ils ont jusqu'au 1er janvier pour. Je ne peux pas dire que c'est par peur que les autorités maliennes ont fini par accepter je ne dirais pas la médiation, il y avait la médiation, mais accepter de nous parler ou qu'on leur parle, nous ne faisons que constater. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a l'intelligence politique qui joue. Le Mali a compris que le moment est arrivé de mettre bas la terre et la Côte d'Ivoire a compris que le moment est arrivé de parler aux Maliens parce qu'ils sont disposés à nous écouter. Et je voudrais terminer sur ce qu'on a dit ici, c'est de féliciter les autorités ivoiriennes. C'est de féliciter le gouvernement parce que, oui, j'ai entendu et j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, même ce matin encore. Ah, la Côte d'Ivoire est en train de céder, la Côte d'Ivoire est en train de se mettre à genoux. Je n'entre pas dans ces commentaires-là parce que chez nous, à l'Ouest, on dit que quand ton grain de sel tombe la nuit, tu vas goûter à plusieurs graviers avant de le retrouver. Okay. Pour dire qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour la paix entre les pays frères et notamment pour la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et je souhaite que cet épisode-là, qu'on puisse le mettre derrière nous pour qu'on puisse avancer.
Sylvain Debailly. Oui, ben, moi je pense que, généralement en matière de crise, en matière de règlement de crise, les menaces ont peut-être leur pesant d'or, mais ce n'est pas ce qui est important. Je pense que si on s'était arrêté à l'ultimatum de la CEDEAO, on n'en serait pas là. L'ultimatum de la CEDEAO a peut-être pesé, je ne sais pas à quel degré, mais je pense que ce qui va nous amener à l'aboutissement de ce problème, c'est de taire les égos. Et à partir de là, quand les parties au conflit se parlent, je pense que c'est dans ce dialogue-là qu'on trouve toujours la solution. Et à ce niveau, je voudrais, moi, féliciter la médiation togolaise qui a permis que les deux parties au conflit, on va dire comme ça, puissent s'asseoir à la même table. Je trouve que c'est ça qui est important. Sinon, l'ONU s'est mêlée à ce problème, on n'est pas allé très loin. Il y a eu la voix d'Antonio Guterres, qui, plus que lui, peut se mêler à un problème, puis peut ne pas avoir de solution. Mais l'ONU a parlé, est-ce que ça fait bouger les choses? Je crois que c'est la volonté des Ivoiriens, des autorités ivoiriennes d'aller s'asseoir à la table de discussion avec les Maliens. Et c'est la volonté aussi des Maliens de trouver une issue heureuse à ce problème-là qu'il faut mettre dans la balance. Et c'est ce qui est en train de peser, à mon avis, et pas les menaces et l'ultimatum de la CEDEAO. Claude Naïb Préyon, qui apparemment est d'accord avec Oui, je suis d'accord avec Sylvain, parce qu'effectivement, je pense que ce qui s'est passé au Mali, il faut saluer la responsabilité politique des autorités ivoiriennes. Parce que c'est le gouvernement ivoirien qui demande la rencontre. Et puis quand vous lisez, enfin, quand on écoute, quand on fait l'analyse des discours, c'est un discours qui est essentiellement diplomatique. Parce que les différentes parties ne disent pas qu'ils sont tombés, il y a eu un accord. Il n'y a pas eu d'accord. Hein. Il y a eu des mémorandums. Le mémorandum, c'est un document diplomatique dans lequel on dit ce qu'on pense d'un problème. Et donc, il y a eu des mémorandums qui ont été signés. Et les différentes parties se sont exprimées. La partie ivoirienne dit qu'elle est contente, la rencontre a été fructueuse. Mais les Maliens, ils continuent de dire que la rencontre, le problème aura une issue judiciaire. Sur la page de la présidence du Mali, ça a été répété dans le discours du ministre. Ils disent qu'il y aura une issue judiciaire, mais cette issue judiciaire va tenir compte justement de cette rencontre et des liens circulaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, quoi qu'on dise, même le médiateur, il ne dit pas grand-chose. Il dit qu'il se félicite de la signature de cet accord. Donc, pour le moment, je pense que la Côte d'Ivoire a fait un grand pas, celui d'aller au dialogue direct. Et le professeur Dion l'a dit, ce sont les enjeux qui sont importants et les Ivoiriens l'ont compris. Ils sont allés à la discussion et je pense qu'il faut saluer la discussion qui, certainement, va aboutir à une issue heureuse pour nos soldats. Éric Daou. Oui, je pense que la négociation doit se passer avec plusieurs étapes. Il y a des étapes où on est un peu plus dur, des étapes où on négocie. Donc, on ne pourra pas dire forcément que l'accord ou en tout cas l'issue de la situation aujourd'hui est liée à l'ultimatum de la CEDEAO. Il faut simplement, parce qu'il y a quand même une visite d'une forte délégation ivoirienne de haut niveau. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça qui a déclenché les choses? Donc, il vaut mieux ne pas discuter de ça. Ça pourrait envenimer encore la situation ou froisser des égos. Il faut simplement dire qu'on est content de la situation. On estime que, voilà, on parlait tout à l'heure d'un accord. Il y a bien eu un accord. Absolument. Il y a un accord, sauf que l'accord, il est secret. Ce qui a été dévoilé, c'est un mémorandum. On n'a pas le contenu de l'accord. On n'a pas le contenu de l'accord, voilà. Sachant qu'il y avait quand même une certaine négociation avec le Mali qui demandait l'extradition, certaines choses. On ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord, on ne va pas en discuter. Ce qu'on peut discuter, c'est le mémorandum qui a été dévoilé, dans lequel les deux États parlent de renforcement de leur coopération et surtout d'une sorte de pacte de non-agression. Voilà, donc c'est simplement sur ça qu'on pourrait discuter. Mais je voudrais juste révéler encore 2-3 choses par rapport à cette judiciarisation du dossier. C'est un peu inquiétant, hein, parce qu'on part du principe que dans nos républiques, on peut dissocier les choses. Et là, on nous dit de façon tout à fait normale, comme si ça ne pourrait gêner personne, que ce qui a été judiciarisé pourrait être, voilà, finalement, voilà, on pourrait mettre ça cacher ça un peu et puis repartir sur autre chose. Bon, est-ce que c'était un coup de bluff du Mali? On ne sait pas trop, mais ça, c'est un peu gênant aussi d'en arriver là. Guillaume Bateau, rapidement. On ne peut pas faire la langue de bois. Il n'y a aucune judiciarisation du dossier. Oui, il n'y a pas de justice au Mali, je suis désolé. Aujourd'hui, ça, c'est un peu fort quand même. Ah oui, mais c'est la triste réalité. C'est un état... Pourquoi, Evelyne, ça fait 5 mois qu'on nous a annoncé la judiciarisation. Il n'y a même pas eu un début de procédure. Donc, il ne faut pas être naïf. Ce qui s'est passé, bon, parce que finalement, je ne veux pas... Peut-être parce qu'il y avait des négociations en cours. Oui, ce qui s'est passé,
le Mali a pris nos soldats en otage. C'est ça qui est la réalité. La justification était un cache-sexe, voilà, pour essayer de monter les enchères. Mais on se rend compte que depuis le mois de juillet, il n'y a pas eu un début de procédure. En vérité, personne n'est dupe. Ces soldats-là n'allaient pas avoir droit à un procès équitable. Il faut être honnête. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, le Mali, mes amis sur ce plateau disent que les sanctions de la CEDEAO n'ont rien à voir, l'ONU. Mais attendez, c'est un processus. Il ne faut pas voir la rencontre de jeudi, mais il faut voir ce qui s'est passé avant. Et tout ce qui s'est passé avant, les prises de position du secrétaire général de l'ONU, les dérapages du Premier ministre malien à l'ONU, les prises de position de l'Union européenne, de la CEDEAO, tout ça a amené certainement les autres maliennes à réfléchir par 2 fois. Ils ont déjà subi des sanctions pendant 6 mois. C'est vrai qu'ils se sont tapés la poitrine comme les King Kong en disant que oui, ça ne nous a rien fait. Mais ils ne savent pas quelles étaient les batteries de sanctions qui allaient venir. Et je dis, le colonel Goïta, il est conscient que sa marge de manœuvre se réduit. Non seulement il y a le programme de la transition qui n'avance pas. On va allègrement vers la fin du programme de transition. Les questions sécuritaires, vraiment, je ne sais pas combien de centimètres carrés ils ont libérés depuis qu'ils sont là. Mais tout ça, il y a des voix qui montent aujourd'hui au Mali pour dénoncer cette jeune qui donne le sentiment de vouloir s'accrocher au pouvoir. C'est un environnement qui n'est plus le même qu'il y a 5 mois. Et tout ce qui a été dit, et je suis convaincu que la prise de position de la CEDEAO claire, qui a intimé l'ordre à Bamako de libérer nos soldats avant le 31 décembre, faute de quoi? Il y a une force anti-push qui a été mise en place. Les chefs d'état-major sont réunis. Mais M. Goïta est militaire. Et comme on dit chez nous, il va dans le vent de la pile. C'est que ça n'est pas très bien pour lui. Éric Doho et ensuite Sylvain Debailly. Je comprends qu'un certain chauvinisme nous commande de vilipender le Mali et d'estimer qu'ils ont fini par lâcher prise par rapport aux sanctions qui étaient prévues. Moi, ce que j'observe simplement, c'est que ce qui avait été demandé, s'asseoir autour d'une table pour discuter, a été fait jeudi. L'issue est, pour les 2 camps en tout cas, honorable. Arrêtons-nous là plutôt que de continuer à jeter la pierre parce qu'ils ne sont toujours pas sortis du Mali. Donc, ils vont sortir. Sylvain Debailly. Je pense que Evelyne... Qu'est-ce qu'il peut bien le faire? Oui, je pense que personnellement, nous allons vers une issue heureuse et il faut favoriser cet élan actuel-là. Je pense que l'élan actuel va à l'apaisement. Il faut user des mots qui vont avec et parce que nous n'allons plus refaire ce débat. Bien sûr. Nous n'allons plus refaire ce débat parce que comment nos soldats sont arrivés là-bas, comment ils ont été pris, est-ce qu'ils ont été pris en otage? Je pense qu'on n'en est plus là. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes veulent clairement la libération des soldats. Elles s'y mettent et il faut les encourager. Il faut aussi encourager les autorités maliennes parce que nous sommes des frères, on l'a toujours dit ici. Nous sommes des peuples frères et ce qui est arrivé doit être considéré comme une parenthèse malheureuse. Et je le dis encore, les principales armes, les armes les plus puissantes, c'est la parole. Et nous devons donc adapter nos paroles à ce qui est en train de se faire aujourd'hui, à cet environnement, en tout cas favorable pour la libération de nos soldats. Je pense qu'il faut tenir ce cap-là. D'accord. Moi, j'aimerais que vous puissiez réagir sur une certaine inquiétude des populations ivoiriennes qui disent dans ce dossier, ce n'est pas la première fois qu'on a une sorte d'accord, une sorte de consentement. À la sortie de la rencontre au Palais, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire a dit « le conflit est en voie de résolution ». Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, aujourd'hui, il peut y avoir un revirement de situation? Non, Evelyne, soyons clairs. L'affaire est pliée. Je dis, le ministre Téné Brahima ne peut pas se rendre à Bamako s'il n'a pas la certitude qu'au bout du processus, nos soldats vont rentrer. Sinon, ce serait vraiment, de la part du gouvernement ivoirien, faire preuve de, j'allais dire, de naïveté, ce que je ne crois pas du tout. Vous ne pouvez pas avoir une telle délégation à Bamako, parce que s'il n'y a pas de décision en amont, si les partis ne sont pas mis... Ce qu'on voit à l'écran, c'est le fruit de ce qui a été discuté avant, en amont, c'est clair. Et Eric l'a dit, il y a un accord. On ne connaît pas le contenu, mais il y a un accord. Et l'accord tend à libérer nos garçons. Donc, moi, je pense que je ne vois pas comment, après ça, les autres peuvent faire encore volte-face. Mais bon, sait-on jamais, on ne dit jamais, mais je dis, logiquement, on ne devrait plus
retourner en arrière. Parce que tout le monde a aussi un peu fallu cette crise. Nous-mêmes, ça nous perd le temps. Et le Mali court de gros risques. Donc bon, je crois que tout le monde a envie de mettre fin. Claude Naïb Prignon. Oui, effectivement, moi je pense que on peut espérer de cette rencontre. Parce qu'au-delà même de la CEDEAO, il y a des faits. Il y a des faits. Aujourd'hui, la coordination des mouvements de l'Azawad viennent de suspendre leur participation aux négociations avec les autorités maliennes. L'accord qui a été signé en 2015, le 21 décembre, ils ont suspendu leur participation, alors que la coordination des mouvements de l'Azawad, c'est cette coordination-là qui, aujourd'hui, a contribué à ramener la paix au nord du Mali. Donc ça, c'est un fait. Et il n'y a pas 2 jours, là, déjà, des soldats de l'ONU ont été tués, et les casques bleus ont été tués à Tombouctou. Et donc, comme Guillaume l'a dit, il y a aussi des éléments, il y a des éléments qui peuvent expliquer un peu que cette rencontre-là s'est tenue dans ces conditions-là, et puis qu'on puisse aller véritablement à une issue heureuse. Parce qu'il y a les questions sécuritaires. Et à la suite de la mort des soldats de casques bleus, l'ONU a pondu un grand communiqué dans lequel il a été soulevé des questions de sécurité, aussi bien pour le Mali que pour le Sahel. Donc aujourd'hui, la situation est favorable. Si la coordination des mouvements de l'Azawad, effectivement, suspend leur participation ou bien leur discussion, c'est un problème. Parce qu'ils n'ont plus confiance même à la junte malienne. Ils l'ont dit. Et que les accords ne sont pas appliqués. Alors que cette coordination-là, c'est elle qui contribue à envoyer la paix dans le nord du Mali. Donc, effectivement, moi je pense qu'on aura une issue heureuse parce que la situation, elle est favorable. Elle est favorable. Sylvain Debailly. Oui, je pense qu'on le dit ici, que entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il y a eu un accord. Mais un accord, généralement, ce sont des clauses, ce sont des conditions. Et maintenant, je crois que les soldats n'ont pas été libérés immédiatement. C'est justement se donner le coudée franche pour que cet accord qui a été signé, qui est tenu secret pour l'instant, soit mis en application. Mais là, je crois qu'ici, il va se jouer le sens des responsabilités. Nous avons un gouvernement responsable. L'État du Mali également est un gouvernement responsable. On ne peut pas arriver à un tel niveau de décision, à un tel niveau de situation, et puis faire encore volte face. Ce serait manquer de responsabilité devant l'histoire et devant aussi les relations diplomatiques. Je crois que le monde entier nous regarde aujourd'hui, et le meilleur spectacle que nos 2 pays puissent offrir, c'est ce spectacle de la confraternité et de l'amitié retrouvée entre les peuples. Donc, je suis, moi, confiant qu'on ne va pas pavoiser, même s'il y a un petit bémol quand même que je voudrais relever. Lequel? C'est l'absence de notre chef de la diplomatie lors de ce voyage. On voit bien le ministre de la Défense. J'aurais aimé voir notre ministre des Affaires étrangères. Parce qu'elle était occupée à autre chose? Oui, elle était au palais présidentiel. Elle était avec le président de la République? Gambato, vous n'avez pas la parole. Oui, elle était au palais présidentiel. Je pense que ça a un volet diplomatique. Donc, peut-être qu'elle aurait joué sa partition. Mais bon, on ne va pas refaire les choses. Je crois que ce qui est bien aujourd'hui, c'est d'être positif et de rester vraiment positif. Éric Dohou oui, et ensuite... Sylvain Debailly a totalement raison, puisque d'autant que l'homologue malien des affaires étrangères était là. Moi, je dis par rapport à l'accord, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, puisqu'on a dit qu'il était secret, et on a beaucoup parlé d'une des conditions que le Mali avait proposées, c'était l'extradition de certains personnages d'anciens régimes. Je voudrais dire qu'il faudrait aussi que la Côte d'Ivoire fasse attention à ne pas devenir justement, aux yeux de ses voisins, comme étant le havre de retraite de certaines personnes qui ont fait des actions dans leur pays et qui sont sous le coup de mandats ou en tout cas d'actions judiciaires. Je pense aussi, quand j'en parle, à Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire et pour lequel le Burkina a dû faire beaucoup de démarches pour pouvoir justement
l'envoyer devant un tribunal. Et le dernier point, j'espère en tout cas que l'accord tient compte aussi des enjeux qui sont liés à la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. J'espère en tout cas, puisqu'ils ont parlé de renforcement de la coopération, j'espère que c'est une coopération militaire pour que la Côte d'Ivoire, justement, aide le Mali à bouter cet hydre hors de son territoire, parce que si le Mali tombe, les gens l'ont déjà dit, si le Mali tombe, la Côte d'Ivoire va devoir faire face à ces gens-là de façon frontale. Claude Naïp-Préyon, et ensuite je vais donner la parole à professeur. Oui, non, moi c'était juste pour dire que l'absence de notre ministre des Affaires étrangères n'est pas un problème, parce qu'il y a le ministre des Affaires étrangères togolais qui est le représentant du médiateur qui était là, et le professeur Doucet qui est le ministre des Affaires étrangères togolais qui était là. Bon, je pense que déjà sa présence en matière diplomatique pouvait suffire pour effectivement accompagner cette délégation. Donc bon, c'est juste ça que je voulais dire. Voilà. Avis bien noté. Professeur Dian. Deux petits points. Le premier, c'est que, oui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a cette tradition. Ça ne date pas de maintenant. Bokassa et tout le reste. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité, c'est un pays d'accueil. On a toujours reçu des gens qui sont ostracisés ou bien qui vont en exil. On les reçoit. Est-ce qu'on s'en sert comme base arrière pour? Ça, c'est un autre problème, mais je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit dans cette logique. Donc, on est dans cette tradition. Quelqu'un qui part de chez lui, il arrive en Côte d'Ivoire. Et après, bon, on essaie de voir. Mais comme tu dis, le plus important, c'est de faire en sorte que l'autre soit rassuré. Et je tombe sur mon deuxième point. C'est sur ce plateau ici que j'ai dit, et je l'ai assumé, qu'on a contribué à horribiliser le président Ouattara, de sorte que, pour moi, ce que je voyais dans l'attitude du président Goïta, c'était de la peur. La peur dans le sens de, on craint quelque chose de la Côte d'Ivoire, on pense que la Côte d'Ivoire n'a pas accepté le coup d'État, on pense que la Côte d'Ivoire va faire quelque chose. Donc, il y avait la suspicion. Mais, justement, quand je demandais de rassurer les autorités maliennes, mais ce que nous voyons là, ça contribue à rassurer. Qu'on se déplace, que le ministre de la Défense, que le chef d'état-major de l'armée, que les plus hautes autorités de l'État aillent au Mali rassurer le président Goïta, je crois que c'est un pas important. Parce qu'il les a vus, il les a entendus, ils se sont parlé. Et je crois que le mur de méfiance, là, déjà, on a contribué à le faire descendre. Et vraiment, c'est ce que nous souhaitions. Briser les fers de glace. D'accord. Guillaume Gâteau. Une chose. Bon, mais je dis, si nos autorités ne sont pas allées au Mali, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas y aller. C'est parce que le Mali a développé une mentalité de tribu assiégée. Et voyait le diable partout. Sinon, en principe, dans une telle situation, s'il n'y avait pas une volonté affichée du Mali de monter sur ces grands chevaux, je pense que nos autorités, je vous l'ai dit, dès la première minute, le président Ouattara a eu le président M. Goïta au téléphone. Voilà. Et si M. Goïta n'avait pas froissé sa propre parole pour changer après faire autre chose, les Ivoiriens n'auraient pas eu de difficulté puisqu'elles sont allées au Togo. Le Togo est plus loin d'Abidjan que Bamako. Donc, ce que je veux dire, je crois que Préyon l'a repris, je l'ai dit en début d'intervention. La situation n'est pas bonne pour M. Goïta. Il ne peut plus jouer les enfants terribles parce qu'il voit que la situation se dégrade. Mon frère Préyon a rappelé à la justice la déclaration de la coalition de l'Azawad, les questions sécuritaires. Mais avant même cette coordination, la société civile malienne dans certaines régions donne de la voix. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le Goïta flambant ou flamboyant d'il y a quelques mois, mais il est réduit aujourd'hui à... Parce qu'il ne faut pas qu'on donne le sentiment que c'est vraiment cette rencontre-là, nos autorités ne voulaient pas le faire. Non. La volonté de discussion a toujours existé. Il s'est trouvé face à cette volonté de discussion une arrogance injustifiée d'une jeune qui se croyait tout permis. Aujourd'hui, la jeune est face à la réalité du monde. Parce qu'elle a tout le monde à dos. Son premier ministre, par intérim, est allé faire son show à New York. Je constate qu'il a été mis de côté et remplacé par Choguel Maga qui a repris ses fonctions. Donc, il y a un environnement au Mali aujourd'hui qui ne met plus M. Goïta dans les conditions
pour pouvoir... C'est toujours narguer la Côte d'Ivoire. C'est de même grande guerre. Evelyne, je pense que sur ce point-là, il ne faut pas... Laisse Guillaume terminer. Il va terminer rapidement. Tu n'es pas le porte-parole des autorités maliennes. Non, je suis là. Moi, je te laissais parler tranquillement. Chaque fois que je dis quelque chose, j'ai l'impression que tu... Non, je pense que tu as... Guillaume Bateau va terminer rapidement. Cher ami. Guillaume Bateau, 10 secondes. Quand tu prends tes positions pro-maliennes, quand tu prends tes positions pro-maliennes, c'est ton droit. Le débat se déroule pas de vous. Position pro-malienne, c'est toi qui as le droit le plus absolu. Mais moi, je suis libre aussi de dire que M. Goïta est en difficulté et qu'aujourd'hui, il a compris que le monde, ce n'est pas Bamako, la capitale du monde, et que beaucoup de choses se font ailleurs. Voilà, on a bien compris ce donc, tu n'as pas besoin de trembler sur ton fauteuil. Non, je ne c'est bien Si tu es pro-malien, c'est ton droit. Je Mais moi, laisse-moi être pro-ivoirien. Voilà. D'accord. Sylvain Debailly, ça va être le dernier. Je dis simplement qu'il ne faut pas mélanger les questions de la politique malienne, la politique intérieure du Mali. Tous les pays du monde ont leurs problèmes. La Côte d'Ivoire même a ses problèmes internes. Mais ici, il s'agit d'un problème qui a pu arriver. Mais la politique intérieure détermine la démarche. Vous n'avez pas la parole. Et donc, quand vous suivez même la situation au Mali, les gens vous diront que tout va bien. Mais ils mentent. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que nos soldats sont détenus au Mali et aujourd'hui, nous sommes proches de la fin. Et c'est ça, nous, en tant qu'Ivoiriens. D'accord, on va donc retenir que nous sommes très proches de la fin. C'est un conflit qui est en voie de résolution. Comme l'a dit le ministre de la Défense, si on espère voir nos 46 soldats d'ici la fin de l'année, ça va être le dernier mot sur ce sujet. On va s'intéresser au Burkina voisin. Comme vous le savez, la coordonnatrice de l'ONU au Burkina a été déclarée persona non grata et priée de quitter le pays. Je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI et on en parle juste après. La coordinatrice de l'ONU au Burkina Faso, l'italienne Barbara Manzi, persona non grata au pays des hommes intègres. La ministre burkinabé des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, l'a priée de quitter le pays dès l'émission du communiqué. Selon les autorités burkinabées, cette expulsion se justifie notamment par le fait que Mme Manzi a décidé unilatéralement de retirer le personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou. Au-delà de ces faits, il nous est revenu que Mme Manzi prédisait le chaos au Burkina Faso dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire. De gros efforts sont faits sur le plan sécuritaire et l'ONU devrait se constituer en structure de soutien. C'est inconcevable et nous devons prendre nos responsabilités, a ajouté la ministre des Affaires étrangères du Burkina. Cette expulsion intervient quelques jours après celle de 2 Français qui travaillaient pour une société burkinabé. Ils étaient soupçonnés par les autorités locales d'être des espions. Depuis 2015, le pays peine à faire face à des attaques meurtrières de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et l'État islamique qui ont fait des milliers de morts et contraint quelques 2 millions de personnes à fuir leur foyer. Alors, quelle analyse de cette situation, Claude Nailly-Prégnon? Bon, je pense que la décision est sévère quand même, hein, c'est-à-dire déclarer la coordinatrice persona non grata, ça veut dire qu'elle a perdu son accréditation. Ça voudra dire aussi que les relations diplomatiques entre le Burkina et les Nations Unies se dégradent. Donc la situation est tout de même grave. Sévère par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous mettez en face? Sévère parce que justement, selon je veux dire, les accords de Vienne, déclarer quelqu'un persona non grata, ça voudra dire qu'entre les deux parties, au plan diplomatique, les relations ne sont pas bonnes. Parce que justement, on lui enlève son accréditation, ça voudra dire qu'on ne veut plus la voir là-bas. Et pour ce qui lui est reproché? Oui, pour ce qui lui est reproché. Et effectivement, le Burkina a expliqué pourquoi elle a été déclarée persona non grata, mais elle pouvait simplement être rappelée. Mais je pense que la situation est tout de même quand même sévère et la décision elle est sévère et je pense que cela montre qu'il y a une possible dégradation entre les relations diplomatiques entre le Burkina et les Nations Unies. Sylvain Debailly. Ouais. Oui, la coordonnatrice de l'ONU qui est déclarée persona non grata, je ne sais pas si c'est la meilleure décision, je ne sais pas si les autorités burkinabées ont vu juste, mais ce que je veux dire ici, c'est que le Burkina est sous transition militaire. Aujourd'hui, on est à l'ère de
du jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui il n'y a pas longtemps a rencontré le président de la transition malienne. Je pense qu'ici, est-ce qu'on est dans une sorte de durcissement de la parole? Bon, mais à ce niveau, ce qui est difficile à maîtriser, ce qui est difficile à voir ici, à concevoir, c'est comment les rapports entre l'ONU et le Burkina puissent se dégrader jusqu'à ce point. Est-ce que la confiance n'est plus de mise? Puisque la coordonnatrice, pour recevoir cette sanction, on dit qu'elle a déclaré que la situation au Burkina va vers le chaos, ce qui, du point de vue des autorités burkinabées, ne semble pas être vrai. Donc, bon, c'est une réaction, mais une réaction parmi tant d'autres. D'accord. Guillaume Gato. Oui. Mais moi, avant de vous donner la parole, je veux juste préciser, parce qu'on analyse l'attitude du Burkina sans pour autant dire clairement ce que le Burkina reproche. C'est écrit, Mme Nanzi a décidé unilatéralement de retirer le personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou et s'est jeté le discrédit, ternit l'image du pays et découragé les potentiels investisseurs. Mais est-ce que la ministre des Affaires étrangères du Burkina est convaincue qu'en l'état actuel des choses, il y a un investisseur qui peut quitter dans son pays, venir investir au Burkina? Il faut que les Africains aussi arrêtent de faire la comédie. Parce que la situation du Burkina est préoccupante. Ne pas l'admettre en tant que responsable burkinabé, il y a un problème. Pour vous, c'est un déni? Mais c'est un déni de la réalité. Il ne se passe pas de jour sans que des villages soient attaqués, sans que des ponts même soient dynamités. La situation sécuritaire du Burkina se dégrade de jour en jour. Moi, je peux comprendre que les autorités burkinabés soient un peu frustrés par la démarche de la coordinatrice, mais il approche et il discute. Elle va peut-être leur dire pourquoi, quelles sont ses motivations. Mais vous voyez, c'est là aussi la limite des régimes militaires improvisés. Quand on fait des coups d'État chaque 10 minutes, c'est ça que ça donne. On voit bien que le jeune capitaine ne maîtrise pas le gouvernail du Burkina. Bon, Henri Dameogo, pas plus que lui. Tout ce qu'on a reproché au président Roch pour le renverser, alors qu'il venait d'être réélu, aujourd'hui, on voit bien que les autres burkinabés, on le bête dans l'eau. Donc, on dit aujourd'hui qu'il y a des investisseurs qui vont venir investir au Burkina, alors que nous savons tous que Ouagadougou même est sous menace. C'est faire preuve de naïveté. Je suis désolé de le dire. Attention. Oui. Guillaume Gato, attention aux mots sur le plateau d'NCI 360. Quand nos cousins, nos frères réagissent souvent, parfois on est un peu malheureux, ça révolte. N'empêche qu'on peut en parler avec beaucoup plus de respect. La situation du Burkina est difficile. Ce n'est pas en chassant, en se mettant à dos l'ONU, qui aide aujourd'hui le Burkina, avec d'autres partenaires, à sortir de cette situation. Ce n'est pas en se mettant l'ONU à dos qu'on va régler la situation. On aurait pu discuter, même si on n'est pas d'accord avec la décision prise par la coordinatrice de l'ONU, on aurait pu discuter avec elle et peut-être trouver d'autres mécanismes pour que ces personnels-là, il faut rassurer l'ONU. Parce que la dame a la responsabilité de la vie des gens. Et elle a quand même, elle n'est pas seule à Ouagadougou. Il y a les services de renseignement, il y a les renseignements des pays qu'elle représente là-bas. Tout le monde sait que la situation est difficile. Si elle pense qu'il faut sauver son personnel non essentiel, parce que c'est ça, c'est pas tout le personnel qui a été appelé à partir, non essentiel. Si les autorités burkinabés pensent que ce personnel-là est toujours en sécurité, mais il explique. Il faut d'abord discuter avant de prendre des mesures radicales. Parce que quand on prend des mesures radicales après, ça envenime la situation, alors que vous avez besoin. Il ne faut pas que le Burkina, le Mali, même le pays de façon générale, pensent que quand vous avez en difficulté, que les gens viennent vous aider, ils ne sont pas obligés de vous aider. Donc, vis-à-vis d'eux, même s'ils posent des actes que vous ne comprenez pas, mais vous faites preuve de maturité, de modération, discuter pour trouver des solutions. Ce n'est pas en chassant les gens. On l'a vu au Mali, on le fait aussi au Burkina. Ça n'honore pas notre sous-continent. Avis de Guillaume Gato, bien noté sur la question. On va poursuivre le débat juste après cette courte pause. Retour sur le plateau de NCI 360. Nous analysons en ce moment la situation au Burkina Faso. Ibrahim Traoré est-il sur les traces d'Assimi Goïta? Vous le savez, la coordonnatrice du système des Nations Unies a été priée de quitter le pays. Éric Dohou, votre analyse de cette situation? Même si je reprouve la décision qui a été prise, je pense qu'elle est quand même proportionnée de la part du Burkina Faso qui tape du poing sur la table pour se faire respecter.
Il faut donc que les diplomates étrangers qui sont accueillis, puisque cette dame a une lettre d'accréditation, ça veut dire qu'elle est acceptée sur le sol burkinabé par le gouvernement du Burkina. Il faut que ces diplomates respectent le Burkina. Et donc on a parlé d'une décision unilatérale, c'est ce que le Burkina a dit. Donc ça veut dire que cette dame n'a pas justement fait de démarche envers le gouvernement burkinabé pour discuter justement de la situation sécuritaire. S'il fallait être rassuré, je pense qu'une simple discussion aurait suffi et que peut-être le Burkina aurait mis plus de moyens pour sécuriser les personnels de l'ONU. Si ça a été fait de façon unilatérale, il est aussi normal que de façon unilatérale, le Burkina décide donc de demander à Mme Mandi de s'en aller, puisqu'elle est inquiète pour son personnel. Le Burkina s'inquiète pour elle aussi. Voilà. Professeur Dian. Bon, j'ai envie de dire que c'est une question de souveraineté. Il faut déjà reconnaître ça. Un pays estime qu'une diplomate fait une déclaration qui est de nature à faire peur. Donc, le pays réagit. C'est normal. Maintenant, comment on réagit? Est-ce que c'est une expulsion? Est-ce que c'est une lettre de protestation? Il y a différentes formes. C'est un peu fort, c'est ce qu'on peut regretter. Ensuite, je constate que c'est un problème avec une diplomate et que ce n'est pas encore un problème avec l'ONU. Donc, est-ce qu'il le précise aussi dans le Burkina n'a pas un problème pour le moment avec l'ONU, donc je pense que c'est des choses qui vont se régler par voie diplomatique. Maintenant, de façon plus générale, il faut qu'on sorte de ce bovarisme-là qui fait qu'on est en train de se créer un monde. On est dans un monde, on est dans une logique, on est dans une forme de souveraineté qui fait que quand on dit que quelque chose ne va pas, on se sent tout de suite touché et on est obligé de réagir. Il faut qu'on en sorte. C'est pour ça que ça me permet de rebondir sur votre question. Est-ce que le Burkina est en train de suivre les pas du Mali? Ça ressemble un peu à ça. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y a la réalité qui est là. Je l'ai dit ici sur votre plateau. Il y a le principe de plaisir, il y a le principe de réalité. Vous vous faites plaisir comme vous voulez à travers vos mots, à travers vos constructions mythiques et mythologiques. Mais à un moment donné, il y a la réalité, il y a la façon dont le monde fonctionne. Et puis, il y a vos réalités internes. Tout le débat tout à l'heure sur le Mali, c'était ça. C'est que quand vous faites un coup d'État, c'est parce qu'il y a un problème. Vous ne faites pas un coup d'État parce que l'ONU a dit ça. Vous faites un coup d'État parce que vous estimez que sur les plans déjà à la fois sécuritaire et politique, il y a un problème dans le pays. Mais quand vous prenez le pouvoir pour une transition, c'est-à-dire que ça va finir, attaquez-vous au véritable problème. Et faites-vous aider pour vous attaquer au véritable problème. Parce que si on reste dans ces choses-là, dans 5 mois, dans 6 mois, le problème sécuritaire n'étant pas réglé, le problème politique n'étant pas réglé, parce qu'il faut aller à des élections pour réinstaller des autorités légitimes pour que le Burkina puisse se remettre sur les rails. Quand vous n'avez pas réglé ça, quand vous les ignorez, quand vous faites semblant de les régler, que vous ne les réglez pas, c'est des choses qui vous rattrapent toujours. Guillaume Bateau. Oui, moi j'ai entendu Eric parler de se faire respecter. Je crois que nous les Africains, en tout cas les Africains de la sous-région ouest africaine, on a un problème. Est-ce qu'il y a un système de coordination des Nations Unies aux États-Unis? Non. Les diplômes sont là, ils travaillent. Mais le Burkina, si l'ONU est obligée d'être au Burkina, c'est parce que le Burkina a des difficultés. Donc, si on veut se faire respecter, commençons d'abord par faire notre travail, de donner à nos États un vrai contenu. Alors, vous êtes en difficulté. Les djihadistes sont partout, dans tous les quartiers. Les gens viennent vous aider et puis vous dites, oui, on va se faire respecter. Mais quel respect vous cherchez? Le respect commence d'abord par le recouvrement de l'ensemble de l'intégrité territoriale du Burkina. Le capitaine Traoré, qui a fait le coup d'État après le lieutenant-colonel Damiba, le professeur Dion l'a dit, l'argument que les militaires utilisent au Burkina et au Mali, c'est les problèmes sécuritaires. Mais ces problèmes sécuritaires, on les laisse et on veut se faire respecter parce que les gens s'inquiètent justement de cette situation sécuritaire. Je crois que quand tu es malade et que tu vas voir le médecin, il faut faire un peu preuve d'humilité, voilà, pour qu'on puisse te soigner. Mais si tu veux jouer les dangereux, comme on dit à Abidjan, mais tu risques de mourir. Parce que si le Burkina, les autorités burkinabées de transition n'acceptent même pas qu'on dise qu'il y a des problèmes sécuritaires et que les gens s'inquiètent naturellement pour leur vie, et que pour ça, ils prétendent qu'ils cherchent des investisseurs,
Mais je pense il dénonce le caractère unilatéral de la décision. On peut critiquer la décision de la diplomate onusienne sans aller à l'extrême par son expulsion. Parce que quand mon ami Prion dit qu'il n'y a pas encore de problème entre l'ONU et le Burkina, mais il y a un problème. Moi, je vous envoie à mon fils, vous le giflez, et vous estimez que vous n'avez pas de problème à vous. Mais attendez. Mais le communiqué du Burkina le précise. Mme Romba a toutefois souhaité faire la différence entre la personne de Mme Nanzi et l'ONU, avec laquelle, je termine, le Burkina garde toujours une très bonne coopération. Oui, mais attendez, Evelyne, vous êtes mère de famille. Si vous envoyez votre fille à la boutique du voisin, qui le gifle, qui la gifle, et votre voisin dit non, mais moi, avec Evelyne, je n'ai pas de problème, mais c'est son enfant que je frappe. Vous croyez qu'il y a un peu de cohérence dans ça? Non, soyons sérieux. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on s'en tienne au moins au discours, parce qu'il y a deux parties. Pour le moment, c'est le Burkina qui a donné sa version des faits. Et le Burkina est clair. La dame, elle a été entendue par le ministère des Affaires étrangères burkinabé. Et ils lui ont demandé de donner des preuves matérielles, justement, de l'insécurité. C'est-à-dire un rapport. Et la ministre burkinabé des Affaires étrangères dit que l'État burkinabé a saisi le secrétaire général de l'ONU qui dit ne pas être informé de l'action de la dame. Et donc, quand le communiqué dit de façon unilatérale, c'est clair. Ça veut dire qu'elle prend une décision elle seule. Et donc, qui n'engage pas l'ONU. Donc, c'est elle qui est visée. C'est une décision individuelle. C'est son comportement que le Burkina n'aime pas. Donc, le Burkina demande à l'ONU de la remplacer. Donc, ce n'est pas un problème entre le Burkina et l'ONU. La dame, et d'après, pour le moment, on n'a pas encore entendu l'ONU. Donc, le Burkina dit que la dame n'est pas à sa première fois et qu'elle aurait dit que chaque fois qu'elle est envoyée en mission, c'est elle qui décide. Et que souvent, les autorités là-bas, à Washington, ne sont pas informées. Mais pour le moment, l'ONU n'a pas encore donné sa version des faits. Donc voilà un peu ce qu'il faut analyser. C'est-à-dire, c'est le discours, des autorités burkinabées qui, si on le prend vraiment tout de suite, on donnerait raison au Burkina qui essaie de se faire respecter. Mais maintenant, on attend l'ONU. Et ce discours parle également de tentatives d'influence négative et de s'immiscer dans les affaires politiques du Burkina, selon une source, bien sûr. Sylvain Debailly. Oui, je pense qu'en matière de relations diplomatiques, il y a quand même des codes et il y a des usages. Et si les autorités burkinabées arrivent à prendre cette décision, je crois qu'en amont, elles ont analysé le contenu du discours ou alors du comportement de la dame. Ici, habituellement, on a vu ça dans certaines parties du monde, quand l'ONU procède au retrait de ce qu'elle appelle son personnel non essentiel, ça sous-entend qu'il y a problème. Et donc, c'est ce que le Burkina veut comprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est un État qui est quand même en difficulté, il faut le reconnaître, parce qu'après 2 coups d'État successifs, aujourd'hui, les autorités qui sont là veulent redonner la confiance au peuple d'abord burkinabé et puis la confiance aux autres, à tous ses voisins. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'arrivent ces agissements de la représentante de l'ONU. Donc c'est tout à fait normal. La réaction peut paraître peut-être disproportionnée, comme dirait quelqu'un tout à l'heure, mais je pense qu'ici, on n'est pas encore au bord de la rupture. Il n'y a pas encore de rupture entre le Burkina Faso et l'ONU. Et cela est bien clairement précisé. Donc, on ne peut pas d'emblée dire que le président de la transition veut se mettre à dos le monde entier. Non, on n'en est pas encore là. Je crois qu'il y a une situation intérieure pour laquelle le coup d'État a été fait. Le professeur Dion l'a dit tout à l'heure. Et si vous suivez bien l'actualité au Burkina, je crois que les autorités qui sont là veulent bien faire face aux problèmes sécuritaires avec un recrutement massif de ceux qu'ils appellent là-bas les volontaires. Et dans cette dynamique, le président de la transition a même pris des mesures avec un gouvernement vraiment très resserré, avec un premier ministre qui se chargera de l'action politique pendant que lui, il est dans la phase opérationnelle, la phase militaire. Et sur le terrain, quand on arrive pour ceux des observateurs qui sont au Burkina, il y a quand même une sorte de résultat avec toutes ces mesures qui sont prises pour pouvoir régler la situation sécuritaire. Donc,
les autorités voudraient dire qu'il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas faire peur aux populations. Et c'est justement pour cela qu'elle prend ces mesures. Mais il faut rester peut-être dans un esprit d'apaisement. Éric Dohou, quel est votre... Ouais, je sais qu'il est de tradition dans nos États de ne pas heurter les diplomates étrangers et tout ça, mais il faut être très clair. Ce que cette dame a fait n'a pas plu aux autorités burkinabées. Ils sont dans leur total droit souverain de décider de lui demander de quitter le territoire et de demander à l'ONU de leur envoyer quelqu'un de différent. Ça peut être mal perçu, mais moi j'estime que le capitaine Traoré est dans la ligne droite de tout ce qu'il a annoncé depuis quelque temps. Il a parlé de démarrer le combat pour l'indépendance totale. Cette indépendance commence par d'abord récupérer l'intégralité de son territoire, mais ça commence aussi, ça vaut aussi pour justement faire respecter les institutions burkinabées. Mais qu'est-ce que vous répondez à toutes les personnes qui pensent comme Guillaume Bato que l'Afrique souvent est dans une position de se faire respecter sans avoir les moyens de ce respect, notamment au Burkina, qui se fait aider par le système des Nations Unies qui en même temps veut se faire respecter? Ce n'est pas aussi simpliste. Je pense qu'il faut arrêter d'infantiliser ces nouveaux régimes. C'est vrai qu'ils sont venus par des coups d'État, donc ce n'est pas très plaisant, c'est vrai. Mais je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils sont aujourd'hui en train de discuter avec beaucoup d'autres acteurs, justement, pour faire évoluer la situation sécuritaire dans leur pays. Je parle du Mali et du Burkina en priorité. Et quand on regarde, comme je disais, dans la ligne droite de ce que le capitaine Traoré a fait depuis, quand par exemple la fermeture des RFI, et d'autres choses, c'est clairement pour demander, en tout cas à ceux qui doivent venir les aider, de respecter une certaine règle, en tout cas, en étant invités au Burkina. Parce qu'ils ne sont pas propriétaires du Burkina, ils ne sont pas venus tout seuls au Burkina, ils ont été invités, et dans ce cas-là, ils doivent respecter les règles de la maison. D'accord. Guillaume Bato, assez rapidement. Moi, je suis toujours étonné. Comment on peut demander à quelqu'un, qui viole la constitution de son pays, qui fait un coup d'État, c'est un coup d'État, c'est la violation des règles. C'est la plus grande attaque contre les règles. Voilà. Comment quelqu'un qui n'est pas respectueux des règles de son pays, qui ne respecte pas son pays, sa constitution, peut demander, sans coup féri, aux autres de respecter? Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais le capitaine Traoré, il fait un coup d'État. Un coup d'État, c'est la négation des règles du fonctionnement d'un État démocratique. Eh bien, comment on peut faire un coup d'État et puis demander qu'on respecte les règles? Non, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème. La presse, alors, quand j'entends mes amis dire oui, ils ont demandé à Mme Manzi d'envoyer les preuves de l'insécurité. Mais les preuves de l'insécurité, c'est la présence du capitaine Traoré au palais présidentiel d'Ouagadougou. C'est la plus grande preuve de l'insécurité au Burkina. Sinon, le capitaine Traoré, est-ce qu'il a été élu? Il n'a pas été élu. Il a fait un coup d'État parce que, justement, la situation sécuritaire n'était pas bonne, qu'elle a été un prétexte choisi par le colonel Damiba pour faire un coup d'État, et que lui aussi, estimant que le colonel Damiba ne faisait pas le travail pour régler les problèmes sécuritaires, a fait un autre coup d'État. Donc, la première preuve de l'insécurité au Burkina, c'est le capitaine Traoré. Mais le système des Nations Unies était toujours là. Est-ce qu'il y a eu une évolution ou une amplification de cette insécurité? Fait mauvaise fortune, bon cœur. C'est les Nations Unies fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Si vous décidez, Evelyne, vous, de casser votre maison, bon, vos voisins ne peuvent vous dire que non, ne cassez pas parce que vous avez des enfants. Mais si vous continuez à casser... Là, il s'agit du Burkina. Oui, je vois qu'il y a beaucoup d'illustrations qui me concernent, mais il ne s'agit pas de moi ce soir. C'est parce que vous êtes en face de moi. C'est parce que vous êtes en face de moi, non. C'est juste pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Pour dire quoi? Les Nations Unies, il faut contre mauvaise fortune, bon cœur. Mais ce n'est pas le souhait des Nations Unies qu'il y ait des coups d'État dans les pays. D'autant plus que ces pays sont en difficulté. Parce que les menaces face à ces pays sont des menaces réelles. Ce sont des menaces réelles auxquelles, malheureusement, les militaires ouest-africains apportent de mauvaises solutions. Donc, quand les Nations Unies voient les gens venir faire des coups d'État, ils en prennent acte, ils sont obligés de travailler avec, mais ne leur demandez pas de vous apporter des preuves qu'il y a l'insécurité. Vous-même qui êtes en face de moi, vous êtes les preuves qu'il y a l'insécurité. D'accord. Voilà. Claude Naïb Réunion, ensuite Éric Dohou. Oui, moi je pense que, Guillaume, il faut relativiser un peu, parce que c'est pas forcément la même manière de voir les choses. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas aussi, je veux dire, totalement focus sur des choses. Parce que le capitaine Traoré, oui, il parle avec le secrétaire général de l'ONU. Parce qu'on ne peut pas rester à Abidjan pour dire que, bon, voilà, c'est lui, l'insécurité, il a fait un coup d'État. Mais il parle avec le secrétaire général de l'ONU. C'est-à-dire que, non, c'est pour dire quoi? Le capitaine Traoré, il arrive pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité ou non? Non, je veux dire qu'il faut analyser les faits. Les faits, actuellement, c'est le capitaine Traoré qui est à la tête de l'État burkinabé. Ne pas prendre en compte cette situation. Il ne devait pas y être.
Non, mais on ne parle pas de... Il ne veut pas... On parle de... Il est là. Oui, le fait Et il a fait partie, la dame. Il faut analyser la situation. Et donc, quand lui dit qu'effectivement, il a ses raisons... Bon, pour le moment, on attend l'ONU. L'ONU ne s'est pas encore prononcée. Mais je prends la parole simplement pour dire que je suis d'accord qu'on puisse revenir sur la manière dont ils sont arrivés et tout ça. Mais c'est le fond du problème. Mais nous, on est en train d'analyser les faits. Les faits, c'est qu'ils sont là. Quand ils sont là, qu'est-ce qu'on analyse? Ils viennent faire partie de la bonne dame. Et effectivement, ils ont donné leur explication. Et donc, l'explication ne peut pas venir pour dire que non, lui-même, il est l'insécurité et tout ça. Bon, je pense que la situation est là. Le Burkina est là, il est la tête du Burkina. Il vient de faire partie la dame et il a donné ses raisons. Pour le moment, moi, je pense que c'est l'ONU qu'on attend. Si l'ONU, effectivement, la déclaration de l'ONU pour nous situer sur l'affaire. Donc, je pense que, à mon avis, c'est ce qu'on attend. Éric Daou, en attendant cette déclaration de l'ONU. Répondre à Guillaume Bato et lui dire de ne pas confondre les sujets. On comprend totalement son aversion, totalement légitime pour ces putschistes qui sont arrivés au pouvoir. Je préfère les appeler comme ça pour lui faire plaisir. Non, c'est pas mais c'est je veux dire que dans le cas du Mali, dans le cas du Mali dont on discutait tout à l'heure, il faisait justement un amalgame, en tout cas sa position faisait un amalgame entre les 46 soldats, la situation des 46 soldats, ce dossier-là, et le dossier justement de la situation sécuritaire. Alors que c'est deux sujets différents. On était venu pour discuter des 46 soldats, de cette situation. Donc notre analyse était circonscrite à cette situation. Aujourd'hui, quand on parle du Burkina, il nous ramène justement le mode d'accession au pouvoir du capitaine Traoré, alors que nous, on est en train de discuter justement de la capacité des États africains, qu'ils proviennent d'un coup d'État ou d'une élection démocratique, à se faire respecter dans leur pays. Et qu'il faut que les diplomates étrangers apprennent à mieux se comporter quand ils sont dans les pays africains. C'est ce que je suis en train de dire. Donc je voudrais qu'ils nous aident en tout cas à rester focus sur le sujet, qui est de dire que si un diplomate étranger se permet de passer en dehors des usages qui sont permis par la diplomatie, c'est normal que l'État lui tape sur les dents en lui disant « on ne se comporte pas comme ça. La prochaine fois, rapprochez-vous de nous pour qu'on en discute. » Oui, bon, je ne veux pas être méchant avec mon jeune frère. Et c'est bien, je vous encourage à ne pas être méchant. Oui, je ne veux pas être méchant, mais je ne fais pas de confusion. Parce que si vous vous arrêtez aux conséquences sans chercher à comprendre les causes, je suis désolé, vous êtes à côté de la plaque. Voilà. Parce que tout ce que nous voyons, tous ces pseudo-arguments qui sont mis en avant par ces militaires, il dit qu'il les a pas putschistes pour faire plaisir, mais je lui dis qu'en français, quelqu'un qui fait un coup d'État, c'est un putschiste. Ce n'est pas pour faire plaisir à Guillaume Bato. Voilà. Donc, je dis que si on veut vraiment aider dans le débat, que les gens comprennent, il faut qu'on aille au fond des sujets. Parce que ce qui arrive comme conséquence, si on s'arrête à la conséquence, malheureusement, on ne pourra pas bien se faire comprendre. La situation, et je le dis, alors, pour revenir à la situation sécuritaire au Burkina, tout le monde sait qu'elle est difficile, pour ne pas dire plus. Elle est difficile, et c'est la réalité. Et je dis, la première difficulté, c'est la négation de sa propre réalité. Si vous avez un pied qui est coupé, et que vous ne savez pas que vous ne pouvez pas courir, c'est un problème. Le premier pas que vous avez fait, vous allez tomber. C'est ce que je dis à Eric. Je ne dis pas que je dis, oui, si un diplomate se comporte mal, le professeur John l'a dit un peu, on peut discuter, on peut lui reprocher, on peut protester. Le renvoi des diplomates, c'est pour moi une position extrême, d'autant plus qu'on a besoin de renforcer nos relations avec ceux qui viennent nous aider. Parce que ce n'est pas eux qui ont créé nos problèmes. C'est nos propres turpitudes, nos propres inconséquences, nos propres incompétences qui nous mettent dans ces situations. Donc quand les gens viennent vous aider, bon, c'est vrai, ils peuvent avoir des écarts. Mais parce que quand ils vous regardent aussi, vous comportez comme des gens qui ne respectent rien, bon, ils pensent que chez vous, la règle, c'est de ne rien respecter. Voilà, malheureusement. Professeur Dion, et ensuite on va aller du côté de Sylvain Debailly qui est impatient de répondre à Guillaume Bato. Je vais lui donner rapidement la parole. Sylvain Debailly, rapidement. Non, c'était juste pour dire que... Quand je parle, il tremble sur sa chaise. Ce n'est pas la première fois au monde qu'un diplomate est ainsi sanctionné. Juste à côté, au Mali, on a vu justement dans le prolongement du problème ivoiro-malien, un diplomate onusien a été expulsé. Donc, ce sont des voies, ce sont des moyens dont disposent les États pour réagir face à certains dérapages. Donc, on ne va pas faire de ça un plat. Et ce qui est essentiel pour le Burkina, c'est de voir comment ce pays retrouve sa stabilité.
et ce sont des autorités de transition qui sont là. En fin de compte, tout devrait concourir à retrouver la légalité constitutionnelle. Et je pense que tout ce qui se fait au Burkina aujourd'hui, aussi bien au plan sécuritaire qu'au plan politique, c'est d'arriver à cette stabilité, d'arriver et de retourner à une vie constitutionnelle normale. Donc, dans tous les cas, je ne pense pas que le président de la transition est là. Ce n'est pas tout le peuple burkinabé d'ailleurs qui le conteste. Il y en a qui sont bien heureux qu'il soit là et qu'il conduise la transition. Donc, il faut le laisser faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de la part des diplomates onusiens, c'est d'aider à stabiliser justement cette situation intérieure-là, de sorte que vers la fin, on puisse aller à une élection normale. Je crois que c'est pour ça que les Onusiens sont d'abord là et c'est pour ça que tous ceux qui veulent aider le Burkina sont là. Ce n'est pas pour mettre de l'huile sur le feu. D'accord. Professeur Dian. Mais vraiment, je suis avec intérêt tout ce qui est dit. Hein, c'est le respect, oui, mais on gagne le respect. Je crois qu'on l'a dit ici sur ce plateau. C'est à nous de gagner le respect. On ne nous donnera pas ce respect parce que nous sommes nous. Ça me fait penser à ce livre-là qu'on a dû lire quand on était au lycée, Le cercle des tropiques. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais il faut sortir de ce cercle des tropiques. Et justement, ce que Guillaume est en train de dire avec les autres, c'est tant qu'on restera dans ça, vous voyez, cette image qui est là, rien que des militaires qui représentent l'Afrique, qui représentent la dignité de l'Afrique, qui représentent l'Afrique qui progresse, tant qu'on restera dans ce cercle-là, ça sera difficile pour nous. Je voudrais qu'on encourage ces jeunes qui se considèrent aussi comme patriotes parce qu'ils agissent en pensant qu'ils font quelque chose de bien pour leur pays, qu'on les encourage à comprendre qu'il faut rapidement passer à une autre étape, installer des autorités beaucoup plus légitimes pour que l'Afrique se retrouve. Ce respect-là, nous l'aurons si nous nous mettons effectivement au travail. On va dire rapidement un dernier mot sur la question au Burkina. Il y a un contexte dont on ne parle pas, ces bruits de rapprochement avec Wagner. Ce sentiment souvent anti-français, anti-occident qui est grandissant. Que va faire le Burkina? Rigouo, justement. Justement, j'allais y venir parce que bien avant justement la situation avec Mme Manzil, il y avait justement le capitaine Traoré qui avait rappelé à l'ordre Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, notamment justement lié à la question de la présence de Wagner sur son territoire. Je trouvais, moi en tout cas, que c'était une position ferme qui était en train de dire le Burkina n'accepterait pas qu'on fasse des allégations mensongères contre son action. Donc c'est juste dans la ligne droite de ce qu'ils sont en train de faire. Je rappelle quand même que le capitaine Traoré, son premier déplacement hors de son pays, ça a été à Bamako pour aller rencontrer le colonel Goïta. Je pense que les deux, en tout cas, sont assez proches, qu'ils discutent justement de la situation sécuritaire dans leurs deux pays. Il faut juste attendre de voir ce que ça va donner. On espère en tout cas que ça va s'arranger assez rapidement et qu'on ne va pas justement leur faire un procès de chercher de nouveaux partenaires si justement l'ONU ou d'autres puissances n'accordent pas autant de respect dans cette aide. D'accord. Claude Naï-Préyon. Oui, moi je pense que actuellement la situation, je suis d'accord que la démocratie, il faut effectivement inciter les gens à aller à la démocratie. Mais il y a une situation qui est réelle. Aujourd'hui, la situation qui est décrite au Sahel, c'est une situation d'insécurité. Et aujourd'hui, même s'il y a la démocratie, qu'il n'y a pas d'État, en fait, les États qui sont autour du Sahel sont des États qui sont dans une situation d'insécurité totale. Et donc aujourd'hui, il y a un besoin de pouvoir créer les conditions de sécurité. C'est vrai qu'effectivement, ces personnes-là sont arrivées par des coups d'État qu'il faut condamner, mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a encore des États là-bas? Et parce que, lisez les rapports. Le Sahel, dans la zone du Sahel, c'est un no man's land. La plupart des États sont en déliquescence. Donc aujourd'hui, le véritable problème, c'est le problème de la sécurité. Comment faire en sorte à prendre en main leur sécurité? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des militaires, ça fait peur. C'est clair que pour des démocrates, aujourd'hui, on est en 2022, on a besoin véritablement d'une démocratie qui est plus civile. Mais je suis d'accord, mais il y a une question qui reste. Comment retrouver ces États-là, qui sont pratiquement des États déliquescents? Voilà, donc moi, c'est la question que je pose. Sylvain Debaï. Oui, je crois que si... Vous posez la même question?
Oui, on se pose la même question. Mais en même temps, il faut analyser, comme on dit les faits, la situation telle qu'elle est donnée. La question que vous avez posée dans cette partie du débat, là, c'est de savoir s'il y a un rapprochement entre Goïta et le capitaine Traoré. Mais il faut le voir. Que veut aujourd'hui le Mali? Le Mali s'est rapproché de la Russie pour conquérir, en tout cas, ces territoires. En fait, ça, l'objectif, hein, je ne le dis pas, je ne suis pas en train de justifier. Et il y a le capitaine Traoré qui arrive au Burkina et qui va prendre conseil chez Assimi Goïta et qui se laisse peut-être séduire par certains aspects de la gouvernance Goïta. Ça, on ne peut pas le dire en ce moment, on ne peut pas l'affirmer parce qu'on n'a pas d'éléments. On ne peut pas l'affirmer, mais en même temps, quand vous discutez avec des Burkinabés, surtout des jeunes Burkinabés, ils sont... Burkinabés par l'africanisme? Pardon, je ne parle même pas de cela, mais je dis quand vous discutez avec des jeunes Burkinabés, chez eux, l'option est claire, que leur pays doit se rapprocher de la Russie. En tout cas, c'est ce que nous attendons dire de la part des jeunes Burkinabés avec lesquels nous avons essayé de discuter quelques fois. Parce que ce qu'ils voient, ce qu'ils estiment et ce qui les pousse à le faire, c'est de voir que les anciens systèmes de coopération militaire et tout ça sont aujourd'hui obsolètes, sont dépassés. N'agissent pas, ces coopérations militaires-là n'agissent pas dans le sens souhaité par les peuples. En tout cas, la situation telle qu'elle se présente au Burkina et au Mali, les peuples auraient souhaité que nos partenaires politiques traditionnels, je veux parler de l'Occident, s'engagent fermement à les aider et non se mettre dans une politique d'ingérence et de voir comment ces pays doivent être gouvernés. C'est de passer d'une coopération traditionnelle à une coopération aujourd'hui moderne qui se base sur la volonté des peuples. Donc si aujourd'hui il y a une sorte de rapprochement entre Goïta et Traoré, je crois bien que c'est de la faute des partenaires traditionnels qui n'arrivent pas à donner une réponse concrète à leurs besoins. Bon, ça, c'est votre avis. On le note bien, Guillaume Bateau. Oui, moi, je suis toujours amusé d'entendre ce genre de discours. Ça dit que... Qu'est-ce qu'il y a d'amusant dedans? Oui, parce que ça veut dire que des États africains qui ne développent pas de politique pour assurer la sécurité de leurs propres citoyens et qui reprochent à des pays étrangers de ne pas en faire assez pour leur sécurité. Et au lieu de trouver des solutions endogènes, on quitte Paul pour aller chez Pierre. Bon, vraiment, ça, je trouve que c'est la démarche la plus bon. Parce que quand j'ai les mots qui viennent, mais il faut que je les cherche parce que... Parce qu'on veut beaucoup de respect sur ce plateau. S'exprimer, mais avec beaucoup de respect. Avant la coopération, quelle est la réponse? Avant la coopération, quelle est la réponse des États africains face à leurs propres problèmes? Voilà. Moi, j'aurais été heureux que sur ce plateau qu'on dise que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, le Sénégal, etc., développent des mécanismes, compte tenu de la faiblesse de nos pays, développent des mécanismes endogènes africains pour faire face à une menace qui est transnationale. Au lieu de dire, bon, j'ai un problème à Bamako, mon réflexe, c'est de courir aller à Moscou. Parce que je reproche à Paris, je crois que c'est ça même qui est une démarche rétrograde, qui n'est pas moderne. Parce qu'il faut aussi que la mentalité de ces pseudo-panafricanistes qui ne voient le panafricanisme que sous le prisme de la recolonisation ou de la dépendance d'une autre puissance extérieure à l'Afrique change. Aujourd'hui, le Mali se retire du G5 Sahel, le Mali fait un parlament avec la Côte d'Ivoire, avec le Burkina Faso, avec le Ghana. Et on estime que c'est la Russie qui a plus de 10 000 km qui va venir nous sauver. Non, je dis, il faut que les Africains changent de paradigme en termes de réflexion. Il faut que, c'est vrai, nos États, compte tenu de la faiblesse de leurs moyens, ne peuvent pas faire face seuls à ce genre de menaces comme le djihadisme, terrorisme islamiste, mais cherchent d'abord à trouver des solutions endogènes africaines. Avant d'aller chercher le soutien des partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit les soutiens américains, russes, ou français ou allemands, mais ces soutiens doivent venir en appui à nos initiatives africaines. D'accord, Guillaume Bateau. Voilà. Mais courir, de quitter Paris à pied pour aller à Moscou,
Je pense qu'on va mourir en août. D'accord, on ne va pas refaire le débat, parce que c'est un vieux débat, le débat du panafricanisme, des positions et tout. Donc, on ne va pas refaire ce débat sur le plateau d'NCI 360. On va plutôt avancer vers notre troisième thème avec ce reportage de la rédaction de NCI. Tidjane Thiam, ancien directeur général de Crédit Suisse et ancien ministre du Plan, s'est fait enrôler sur la liste électorale. Et c'est un enrôlement qui suscite plusieurs interrogations suivant ce reportage et on en parle. L'ancien ministre ivoirien du Plan et du Développement, Tidjane Thiam, a regagné Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ce lundi 19 décembre 2022. Une deuxième visite au cours de cette année 2022 pour l'ex-patron du Bénet, qui n'était pas revenu au pays depuis le coup d'État militaire de décembre 1999, qui a renversé le président Henri Konan Bédié. Le banquier s'est rendu au lycée Sainte-Marie de Cocody, où il s'est fait enrôler sur la liste électorale. Pour l'heure, Tidjane Thiam, à qui on prête des ambitions présidentielles, ne s'est pas encore officiellement prononcé sur cette question. Lors de son séjour d'août dernier, Tidjane Thiam, au terme d'une audience avec le président du PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avait souligné qu'il demeurait membre du vieux parti. Tidjane Thiam se lancera-t-il dans la course pour la présidentielle ? Retour sur le plateau de NCI 360, analyse de cette situation. Quand on sait que c'est un citoyen, comme tout le monde, qui accomplit un devoir, donc en principe, il ne devrait pas y avoir de discours, j'ai failli dire de bavardage autour de cette affaire, mais bon, professeur Dion, déjà votre avis sur cet enrôlement, ce positionnement de Tidjane Thiam. Alors, j'ai cru voir que la question, c'est que veut Tidjane Thiam? C'est ça. C'est ça. C'est ça la question. Alors, moi, j'ai demandé une fois à un ancien qui a fait les ponts de Lianama, et il m'a répondu que c'est l'araignée. Alors, quand je lui demande mais comment l'araignée a fait pour faire ce pont de liane, il m'a dit mais c'est à l'araignée qu'il faut aller demander, c'est pas à moi. Donc, j'ai envie de dire c'est à Thiam. Vous avez envie de nous dire, de dire à NCI d'aller demander à Thiam. Mais je comprends. Je comprends parce qu'on est obligé de pister Thiam, de lire ses gestes, de voir tous ses actes, notamment l'enrôlement. Oui, je crois que Thiam veut quelque chose. Il veut briguer la présidentielle. C'est vous qui le dites à sa place? C'est ma lecture, puisque je suis obligé, comme il ne parle pas, de lire entre les lignes. Et de parler pour lui? Non, pas de parler pour lui, Okay. Juste d'interpréter, d'essayer de lire dans sa tête. Parce que c'est déplacé à un jour ou à 2 jours de la fin de l'opération pour le faire. Et parce que j'entends aussi des choses dans son milieu politique naturel, le PDCI-RDA. Il veut briguer la présidentielle et il veut le soutien du PDCI-RDA. Et là se trouve toute la difficulté et tout le défi. Je ne sais pas si je m'arrête là ou si je continue mon développement. Moi, j'ai bien envie que vous puissiez continuer, juste un peu. Je vais continuer parce que Thiam n'est pas resté toujours ici, en Côte d'Ivoire et avec le PDCI. Et le PDCI, c'est une grosse machine, assez complexe. Pour que Thiam puisse être accompagné par le PDCI, il y a un mentor. Il y a l'oracle du PDCI qui s'appelle Henri Konan Bédié. Il lui faut forcément avoir le soutien de Henri Konan Bédié. Or, il ne faut pas brusquer Henri Konan Bédié, d'où le silence de Thiam qui est apparemment en train, sur conseil des uns et des autres, en train de gagner petit à petit le cœur ou l'accord de Bédié, mais on y reviendra si vous voulez. Finalement, vous avez beaucoup de choses à dire sur ce point, professeur Dion. Le professeur Dion est un ancien militant du PDCI, donc le professeur sait ce qui se passe dans la maison. Mais je veux dire, pour revenir au sujet, non, c'est clair que Thiam peut s'engager en politique. D'ailleurs, il ne fait aucun mystère. Quand on a suivi un peu ses interventions avant la présidentielle de 2020, et quand on écoute ses partisans, il est clair que Thiam veut briguer la présidence ivoirienne, veut le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il pourra? Ça, c'est une autre question. Est-ce que d'abord, il pourra obtenir l'accord du PDC? Parce que depuis ces 2 derniers séjours en Côte d'Ivoire, il s'est plus ou moins clairement positionné au PDCI, qui est le parti, il a dit à une de ses déclarations, je crois,
sa avant-dernière visite, que sa famille était PDCI, tout ça. C'est très bien, puisque c'est le petit-fils de Houphouët-Boigny. Donc, ça, c'est clair, Thiam veut être président de la République de Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce qu'il s'y prend bien? Bon, ça, on peut chacun discuter. S'il se fait enrôler aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'a jamais été sur la liste électorale. En tout cas, depuis au moins 2010, puisque cette liste électorale qui est là a été, j'allais dire, confectionnée vraiment à partir de 2010 après la crise. Mais c'est normal parce que M. Thiam, depuis le coup d'État contre le président Bédié, il était parti et c'est 22 ans après qu'il est revenu. Donc c'est normal qu'il ne soit pas sur la liste électorale. Donc c'est normal qu'il s'inscrit parce que pour être candidat, il faut être électeur. Donc c'est tout à fait logique qu'il se fasse enrouler avant maintenant d'attaquer les sujets principaux, à savoir chercher à obtenir le parrainage du PDCI. Selon le professeur Dion, mon grand frère de gauche, qui connaît bien le PDCI, il semble que c'est une course de saut de haie, dans le PDCI, il y a Bédié qui lui-même constitue lui seul une entité, j'allais dire, fondamentale, et puis après, il y a les militants du PDCI. Puis après, bon, il fera face aux autres candidats qui seront à la présidentielle. D'accord, on reviendra sur Je pense que c'est classique. Ce point. Je vais donner la parole à Éric Doho et ensuite à toutes les personnes qui sont à ma gauche. Mais je vais en même temps vous demander de vous prononcer sur le timing qui fait aussi débat au sein de la population ivoirienne quand on sait que l'enrôlement sur la liste électorale devait prendre fin le 10 décembre et que ça a été prorogé. Et c'est dans cette période-là que Tidiane Thiam se fait enrôler. Certains estiment que ça sonne un peu de l'hésitation. Éric Doho? C'est clairement difficile de comprendre la démarche, parce que si on s'était arrêté au 10, effectivement, il n'aurait pas pu être sur la liste électorale. Est-ce qu'on peut commencer à imaginer que peut-être c'est parce qu'il voulait le faire qu'on a prorogé? J'ose pas, pas commencer à tenter cette explication-là. Non, très clairement, je ne comprends pas du tout ce que veut M. Thiam, moi de mon côté. C'est difficile de comprendre, il faudrait lui poser la question. Beaucoup d'hésitation. Effectivement, en 2020, on pensait qu'il allait tenter quelque chose. Ensuite, il s'est retracté. Et là, il revient en 2022, peut-être pour 2023, pour 2025, on ne sait pas exactement. Moi, tout ce que je peux dire sur ce sujet concernant Tidiane Thiam, c'est sur la méthode qu'il utilise pour entrer, on va dire, en politique, même s'il n'entre pas vraiment, puisqu'il a déjà participé à des gouvernements. Il y a déjà cette image un peu du Messie qu'on lui prête. Voilà, c'est celui qui a un très beau parcours international et qui viendrait, je pense, avec toutes les solutions. Comme on a déjà goûté, en tout cas comme moi j'ai déjà goûté à cette sauce-là, je voudrais lui dire que ce ne sera pas aussi évident d'arriver avec cette étiquette-là et de rafler la mise aussi facilement. Deuxième chose, ça a été dit par rapport à son parti politique qui aujourd'hui est légèrement en train d'imploser. Il y a beaucoup de dissensions au sein du parti, notamment du côté des jeunes qui voudraient que ça bouge un peu plus, du côté aussi de certains responsables politiques qui font défection. Je ne sais pas trop ce qu'il espère, en tout cas au PDCI. C'est une machine qui, à mon sens, fonctionne de façon très rigide. Donc je ne sais pas s'il va être capable, lui, avec cette flexibilité britannique qu'il a apprise durant sa formation et sa carrière, il pourra en tout cas tenter quelque chose au PDCI, je ne sais pas. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre de voir sur les prochains mois ce qu'il va poser comme acte. Déjà, est-ce qu'il va résider de façon continue en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il va se prononcer plus régulièrement sur des sujets importants, la cherté de la vie et le quotidien des Ivoiriens? Peut-être qu'à ce moment-là, on saura réellement quelles sont ses ambitions et qu'est-ce qu'il va poser comme acte par la suite. Claude Naïp-Rayon, vous qui avez l'habitude d'analyser la vie politique en Côte d'Ivoire, dites-nous. Oui, non, ben, en fait, moi, je suis d'avis avec vous. Hein. Si M. Thiam vient aujourd'hui pour s'enrôler, c'est un indicateur. Parce qu'en réalité, il a fait des allées et venues en Côte d'Ivoire, selon moi, pour discuter avec le PDCI. Parce que s'il a effectivement, il envisage être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il ne le peut qu'avec le soutien d'un instrument politique. Et celui-là, c'est le PDCI. Il ne peut pas être indépendant? En aucun cas, il ne sera élu indépendant en Côte d'Ivoire. La sociologie politique ivoirienne est claire. Okay. On ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas, même s'il a été un cadre dans ce pays, mais il a disparu du pays pendant 22 ans. Et donc, il a pensé que les Ivoiriens sont devenus fous pour qu'il puisse être élu sans qu'on puisse le connaître. C'est clair qu'il peut être candidat avec le soutien d'un instrument politique. Et donc, quand il vient, et ça fait 2 ou 3 fois qu'il vient, il n'a pas forcément l'accord, certainement, de ce parti politique
Et même, il ne se permet même pas de s'enrôler. Mais là, aujourd'hui, il s'enrôle. Et la question est bonne. Qu'est-ce qu'il veut? Et moi, j'ai dit que certainement que la discussion avec son parti avance. Parce que s'il vient s'enrôler, il s'enrôle parce que certainement, et il a véritablement peut-être avancé dans les discussions. Donc, je pense qu'il veut quelque chose, certainement, qui est en lien avec les élections. La présidentielle de 2025. Tout à fait. Sylvain Debailly. Oui, Thiam, comme on l'a dit ici, est un prétendant pour l'élection présidentielle de 2025. Et donc, tout ce qu'il fait maintenant, c'est en vue de 2025. Mais son dernier passage en Côte d'Ivoire, il est arrivé récemment, il est reparti le 21 décembre. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus concret. C'est beaucoup plus concret parce que on a dû lire ça et là qu'il a eu, cette fois-ci, à tenir quelques réunions avec son premier cercle. Et il a affiché clairement sa volonté d'être candidat à la candidature. Candidat à la candidature, bien entendu, être d'abord le candidat du PDCI et par la suite le candidat pour être président de la République. Donc cette fois-ci, il est clairement, il s'est affiché. Il a même répondu à quelques préoccupations, à quelques inquiétudes de ceux qui ne comprennent pas sa démarche. Et selon ce qui me revient, c'est que Thiam est même prêt à renoncer à son passeport français. Et parce que c'est l'un des éléments qui pourrait... Vous avez beaucoup d'informations, hein, Sylvain Debailly. Oui, cette fois-ci, sa venue, ce n'est pas ex nihilo. Il est ambitieux. Il est ambitieux parce que ce qu'on lui reprochait, c'était, on a dit tout à l'heure, certaines hésitations que certains ne comprenaient pas, pour dire que si tu veux la présidentielle, il faut te jeter à l'eau. Et cette fois-ci... Vous pensez qu'il est en train de se jeter à l'eau ou pour vous, il s'est jeté à l'eau carrément? Il se jette à l'eau, mais avec la conviction qu'il va remporter l'adhésion du PDCI, parce que tout le bouillonnement que nous sentons aujourd'hui au PDCI tire sa source aussi de là. Avec Henri Konan Bédié, va-t-il se présenter, va-t-il pas se présenter, avec une jeunesse qui est beaucoup plus ambitieuse aujourd'hui et qui se tiraille et tout. On a envie d'avoir quelqu'un qui puisse relancer la machine PDCI et l'arrivée de Thiam, je crois que peut donner cette force-là. On va permettre à professeur Dion de terminer son analyse, mais tout en précisant aussi qu'il n'y a pas que Thiam qui veut se présenter sous la bannière du PDCI. Il y a un cadre, Jean-Louis Billon, qui lui aussi a affiché ses ambitions pour la présidence. Billon n'a pas les atouts de Thiam. Il lui manque quoi? Je ne parle pas en termes de capacité, en termes de moyens. Thiam est un enfant du grand centre. C'est parfois horrible de le dire ou de l'entendre, mais comme il a dit tout à l'heure, la sociologie de la Côte d'Ivoire nous oblige à faire un certain nombre d'analyses. J'ai dit ici sur le plateau que le président Bédié n'était pas seulement qu'un leader politique, il était un chef tribal. On a mal interprété ça, on a dit que j'ai dit que Bédié était tribaliste. Les mots signifient des choses. C'est un chef de tribu. Quand le président Bédié convoque tous les chefs baoulés à Yamoussoukro, c'est pour faire élire le président Alassane Ouattara. Il faut avoir de la capacité, il faut être quelqu'un pour le faire. Thiam est un enfant du grand centre. Ça, c'est important pour le PDCI que moi je connais. Donc, il faut que, comme le bon vieil Atlas, là, qui porte le monde sur son dos, comme on dit dans la mythologie, que Bédié porte une candidature. Et la candidature qui, aujourd'hui, me semble celle que Bédié peut porter, c'est la candidature de Thiam. Bédié, président du PDCI RDA, personne ne pourra, pour le moment, lui discuter cette place-là. Parce que la présidence de Bédié à la tête du PDCI, c'est un peu de l'homéostasie. Ça contribue au fonctionnement physiologique du PDCI. Si Bédié laisse le PDCI maintenant, c'est mon avis, le PDCI explose en 1000 morceaux. Chacun prend sa part de PDCI, il va avec. Il est celui qui rassemble. Deuxième chose, il ne faut pas froisser le président Bédié. C'est-à-dire, vous sortez là, vous venez à la télévision, je suis candidat. 2 jours après, vous repartirez à Canossa. Vous repartirez à Daoukro pour demander pardon. Thiam ne l'a pas fait. Parce que Bédié gouverne avec des sentences. Quand Charles Konan Banny commence à prendre, Bédié dit, cet homme-là, il est condamné à errer toute sa vie.
Quand Kakabe bouge, il dit c'est un soldat perdu. Bédié sentencie, et quand Bédié vous a verrouillé au PDCI, vous n'avez plus de chance. Je crois que Bion a fait trop de sorties hasardeuses avec Bédié pour qu'il soit coopté. C'est mon avis. Bien sûr, c'est votre avis. Hein. Dans cette disposition, il connaît son père, il sait comment le prendre, il l'écoute, et je pense que les gens sont en train de travailler pour que la connexion puisse se faire parce que, écoutez, il faut que le PDCI propose quelque chose, il faut une offre. Et je pense qu'il y en a peut-être d'autres, hein, mais Thiam est une offre assez valable et il me semble que beaucoup de gens sont en train de travailler sur ça pour que cela soit. Je voudrais dire aussi un mot sur les militants du PDCI. Rapidement. Parce que je crois qu'à un moment donné, il y a eu ces débats de « non, il n'est pas totalement ici ». Il n'est pas membre actif, militant actif du PDCI RDA, vous savez. À force de vouloir un candidat idéal, sans tâche, on finit par faire comme cette jeune fille du conte africain qui veut épouser quelqu'un qui n'a pas de cicatrice. Et à force de vouloir ça, elle finit par épouser le génie de la forêt. Donc, s'ils passent leur temps à dire non, il n'était pas venu avec nous, depuis 20 ans, on ne l'a pas vu, il n'est pas militant actif, ben vous risquez de passer à côté d'une offre alléchante et ça va vous poser un problème. Thiam ne peut pas être indépendant parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les grandes tendances dans le monde, les grands indépendants qui mobilisent les foules, c'est des populistes, c'est des démagogues, c'est des beaux parleurs, c'est ceux qui sont capables de rassembler. Il n'est pas dans ce registre. D'accord, on note bien cet avis. Guillaume Bateau voulait dire quelque chose, sinon ça va être le dernier mot oui, sur bon, ce sujet. Écoutez, moi je pense que M. Thiam, s'il a réussi à convaincre, puisque le professeur Dion peut dire la matière concernant le PDCI et les plus sachants, s'il réussit à convaincre le président Bédié et le PDCI, ce sera tant mieux pour lui. Mais ce sera que le début de la bataille. Voilà. Déjà, s'il réussit à convaincre le président Bédié pour se faire coopter comme candidat du PDCI, ce sera déjà une partie de gagner. Parce que ce n'est pas gagné. Parce que Bédié, le président Bédié n'est pas seul. C'est vrai que Thiam est un enfant de la maison, mais pendant qu'il était au Crédit Suisse et qu'il avait beaucoup d'argent, mais il y en a qui barricadaient les maisons du président Bédié pour lui permettre d'être vivant. Donc ceux-là aussi, ils vont dire au président Bédié, mais écoute, c'est bien beau que l'enfant prodigue revient maintenant au relais de sa posture de grand financier et grand banquier international qui a beaucoup d'argent, mais pour qu'il te trouve vivant, il a fallu que nous soyons là. Donc ça va faire un premier débat. Et c'est d'abord la première épreuve pour Thiam. Et s'il a fini, s'il le finit en bonne, je veux dire, en capacité de tous ses moyens, il va maintenant falloir affronter les autres, c'est-à-dire le candidat du FPI, le candidat du RHDP, le candidat du PPACI, etc. Donc pour Thiam, je crois que c'est maintenant que le plus difficile commence. On aura en tout cas tout le temps de faire ce débat sur le choix du candidat du PDCI. Est-ce que ça sera Tidiane Thiam? Est-ce que ça sera Jean-Louis Bignon ou un autre candidat, ou bien Henri Konan Bédié? On aura toujours le temps de faire ce débat. On va juste maintenant aller au carton de la semaine, juste après ceci. Les cartons de la semaine, un seul carton, regard du temps. Mais sinon, si vous avez deux, c'est assez rapidement. Assez rapidement. Professeur Dion? Je commence? Oui. Carton vert pour Ali Diarra-Souba, officier dans l'ordre du mérite de la communication. D'accord, vous m'avez arraché mon carton vert, mais c'est pas bien grave. Bravo Ali. Ce carton jaune, j'ai vu Divo, c'est très beau actuellement. J'ai vu Boundiali, c'est très beau actuellement. J'ai vu Aboville, c'est très beau. Beaucoup de villes de Côte d'Ivoire. Je voudrais parler comme un enfant de l'Ouest et de l'Ouest. Pourquoi les jaunes alors, le carton? De Mans. Je ne veux pas donner le rouge parce que ce que je vais dire maintenant, ce carton, c'est pour les cadres et les élus de chez moi, de Mans. C'est pas très beau à voir, Mans. Nous avons beaucoup de ministres, nous avons beaucoup de cadres. Nous souhaitons qu'ils fassent comme les autres. Nous souhaitons qu'ils s'entendent au moins pour une fois pour que les populations de l'Ouest montagneux et de Mans et de Biancouma et de Danané voient ce qu'on appelle aussi le développement sous Alassane Ouattara. Guillaume Bateau.
Je veux un seul carton vert au Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, le Chamsi, qui a organisé hier son gala annuel de bienfaisance pour récolter 50 millions qui va être remis aux enfants malades du diabète. C'est une action assez intéressante. Nous étions hier au palais du congrès de Côte d'Ivoire. Félicitations au président Doumbia Mamadou qui sort et au président Touré Sanoussi qui rentre. Et beaucoup de courage et bon vent donc au nouveau président du Chamsi. J'espère que les enfants malades du diabète pourront, avec ce geste, être un peu soulagés. Sylvain Debailly. Moi, c'est un carton jaune. Carton jaune, c'est vrai que nous sommes dans la période de Noël et les tout-petits sont bien heureux d'avoir des cadeaux. Mais mon carton jaune, c'est à l'endroit de tous ceux qui utilisent ces enfants, tous ceux qui pensent que ces enfants sont un moyen, pour eux, un moyen d'ascension politique. Et donc, ce carton jaune, c'est pour ces arbres de Noël politiques qu'on organise un peu partout. Parce que ce sont les élections bientôt et des gens veulent s'affirmer, veulent se faire voir à travers les enfants. Je pense que nos enfants ne sont pas là pour ce genre de choses. Il faut les épargner. Donc, carton jaune à tous ces organisateurs de Noël politique. Claude Naï-Prégnon. Oui, carton vert pour le département de sciences politiques de l'Institut universitaire d'Abidjan, à l'ensemble des étudiants et à l'ensemble du personnel pour la qualité de la formation. Éric Doe. Je voudrais parler du cas de Basile Gouali, qui est passé du PDC au RHDP, mais mon carton rouge n'est pas pour lui. Il est plutôt pour la jeunesse du PDCI-RDA, pour la jeunesse de notre pays. Je voudrais leur rappeler quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont prononcés sur la question. Laisser croire ou faire croire que tous les hommes politiques sont de la même espèce, c'est juste participer à ce regain de défaitisme et d'abandon de la chose politique de la part de la jeunesse. Et c'est quelque chose qui me chagrine, puisque mon association milite surtout pour l'engagement citoyen. Je voudrais juste leur rappeler que autant il y a d'espèces animales dans la nature, autant il y a d'hommes politiques différents. Il y en a qui sont comme des arbres, ils sont statiques avec des racines profondes ancrées dans leurs idéologies. Il y en a qui sont des transhumants, qui vont et viennent au gré de leur épanouissement matériel. Et donc c'est à eux, jeunesse, de savoir qui ils ont besoin de suivre et de ne pas s'étonner du comportement de tel ou tel homme politique, parce que les hommes politiques sont comme les animaux, fidèles à leur nature. Si on ne peut pas demander à l'araignée d'arrêter de tisser des toiles ou demander au coq d'arrêter de chanter, on ne peut pas demander à un homme politique qui n'a pas une conviction profonde et ancrée de rester fidèle à son parti. Donc je voudrais juste leur dire, on sent que c'est un sujet. Je voudrais juste leur dire d'arrêter en tout cas de vilipender ce monsieur sur les réseaux sociaux et se concentrer notamment sur leur engagement dans leur parti ou en tout cas dans les causes qu'ils veulent défendre. Ok, c'est votre seul carton. D'accord. Oui. Merci, messieurs, d'avoir pris part à ce dernier NCI 360 de l'année 2022 qui s'arrête ici. Carton vert à tous les téléspectateurs de NCI. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dans Focus aux faits divers et NCI 360 du dimanche prochain, donc le premier de l'année 2023, sera l'affaire d'Ali Diarra-Souba. Très bonne suite au programme sur notre chaîne. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. À bientôt.